Allô, monsieur Djibril Amadou, vous me recevez? Ok, monsieur Emmanuel Zinsou. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir, chers tous. Moi, c'est Soufina Emmanuel. Je suis à Calavi, mais c'est vrai que j'ai fait quelques formations sur la formulation de projets. Donc, je peux dire que j'ai quelques prérequis. Merci beaucoup. On continue. Monsieur Razakova. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous. Moi, je suis Razak Oba, je suis le président de l'Association pour la promotion des ODD. Je vous suis souvent depuis la France et moi, j'ai des bases en gestion de projet, mais c'est toujours un plaisir d'apprendre de nouvelles notions et surtout la façon dont vous déroulez vos enseignements, ça me plaît beaucoup. J'ai envie, c'est parce que le temps ne me le permet pas, de prendre même le temps de vous avoir, ne serait-ce que pour 2 heures en privé. Je suis en train d'arriver à Cotonou très prochainement. Je ne sais pas si l'occasion nous permettra de nous rencontrer physiquement. Je vous remercie. Merci, monsieur Razak. Je pense que nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Dès que vous êtes là, au Bénin, contactez-nous. On verra comment s'arranger pour que le contact physique puisse avoir lieu. Oui, monsieur Fofana, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Jacques, bonsoir à tout le monde. Donc, Fofana, je suis ingénieur agronome en formation. Un participant de la 7e vague de jeunes de prendre fin. Franchement, j'encourage tous ceux qui ont pris l'initiative de construire pour participer à la Oui. management. Monsieur Je suis Fofana, persuadé que je ne serai pas déçu de la qualité de la formation. Monsieur Fofana, votre position ne facilite pas l'écoute. Alors, bonsoir, monsieur Jacques. Oui, c'est mieux maintenant. Bonsoir, monsieur Jacques. On m'entend maintenant? Je disais qu'on vous entendait Ok, difficilement. bonsoir. Je dis, moi, c'est Fofana. Moi, c'est Fofana Lanciné, depuis la Guinée-Conakry, ingénieur agronome de formation. Et je suis l'un de ceux qui ont participé à la 7e vague qui vient de prendre fin. Et franchement, ça a été une formation de qualité. Généralement, avec les formations en ligne, ce n'est pas tellement facile de satisfaire les attentes, comme on l'imagine. Mais franchement, avec votre cabinet, avec votre formation, il y a eu vraiment une grande différence. Du concret, surtout du concret. Et j'encourage tous ceux qui viennent de s'inscrire. Je vous encourage à continuer sur la même motivation, continuer la formation, s'efforcer à suivre toutes les 10 modules. Je sais que quand vous arrivez à la fin de la formation, vous-même, vous serez satisfait de la qualité. Merci. Vraiment, je vous encourage. Merci. Merci, monsieur Fofana. On va vous décerner le prix Nobel du meilleur commercial du cabinet. Merci beaucoup. On va passer à monsieur Rodrigue Zanou. Monsieur Rodrigue, vous êtes avec nous? Ok. Entre-temps, monsieur Safirou. Voilà, oui, bonsoir, monsieur Jacques. Oui. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Moi, c'est monsieur Zanou Rodrigue.
et résident à Cotonou. J'ai des connaissances en gestion des projets. Donc, ça fait plaisir vraiment de suivre la formation pour acquérir quelques nouvelles notions. Ok, super. Donc, merci beaucoup. Oui, Merci, Monsieur Zanou. Monsieur Safirou Tidiane, je vous en prie. merci. Oui, bonsoir Monsieur Jacques. Je viens de me connecter. Je salue les participants et merci pour l'initiative. C'est ce que je peux dire d'abord. Ok, Excellente super. soirée. Super. Ok. Nous allons. Entre-temps, il y avait certains qui nous avaient rejoints, ils étaient partis. Je ne sais pas si c'était la connexion. Monsieur Aïchedo Alfred, je ne sais pas s'il est de retour. Oui, bonsoir, Monsieur Jacques. Ça fait plaisir d'être avec vous. Oui, J'ai quelques notions en gestion du projet, mais j'ai du plaisir quand même à vous écouter. super. Oui, monsieur Christian Capotiti, je ne sais pas s'il est revenu. Ok, il n'est pas encore de retour. D'accord. Est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez tous à voir mon écran? Ok, je vois des réactions, des pouces de main, des pouces de doigts du moins. Ok. Bon, chez moi ici, j'ai un retour, je sais pas de votre côté là-bas. Certains ont déjà réagi. Je voudrais être sûr que tout le monde. Ok. Voilà, je le mets en plein écran pour faciliter la visibilité. Voilà, le diapo est lancé maintenant. Je crois que chacun arrive à voir. Voilà, pour ceux-là qui ne sont pas informés, ce module s'inscrit dans le cadre de renforcement de capacité en vue d'une certification en management de projet et suivi évaluation. Euh, Nous commençons toujours par une phase gratuite pour permettre aux uns aux autres d'avoir une idée de ce que nous allons faire à la fois à la phase payante et aussi créer des liens entre ceux-là qui se sont déjà inscrits ou bien ceux-là qui aspirent à s'inscrire. Et ça permettra aussi à ceux-là qui n'ont aucune idée de se faire non seulement une idée de ce que nous faisons, de la manière dont nous le faisons et aussi du contenu que nous proposons. Donc, je suis Jacques Tayoura. Beaucoup de personnes m'ont appelé par mon nom. Je crois que beaucoup me connaissent déjà. Je suis Jacques Tayoura, spécialiste en management de projet, expert en suivi, évaluation et capitalisation, spécialiste en coaching des jeunes et développement de relations d'affaires en milieu réel, consultant indépendant pour des études, des facilitations, formations, coaching, renforcement, suivi, évaluation et autres. Je suis même actuellement à Covey dans le cadre d'une consultation indépendante, donc en éducation financière et aussi dans les coachings. Donc, mais je réside à Parakou. Je suis à Covey pour l'activité, mais je suis en permanence à Parakou. Donc, c'est là d'ailleurs que je suis en fonction
en tant que coordinateur euh, d'un programme de financement au sein d'une organisation paysanne agricole qu'on appelle UNCPS. Donc voilà un peu comment je peux me présenter très rapidement. Nous avons accusé déjà une vingtaine de retards. J'espère que nous pourrons vraiment tenir dans le temps pour ce contenu que nous avons proposé pour vous. Alors, dans le cadre de cette formation, nous avons 2 jours de cours gratuits. Nous avons au total 16 jours, mais nous avons 2 jours de cours gratuits et puis 14 jours de cours payants. Donc, au niveau du cours gratuit, voilà le contenu que nous vous proposons. On va partager ensemble les concepts de base, les fondements de la gestion de projet, les acteurs clés de toute conduite de projet, le management, la conduite et la gestion de projet. Nous allons voir c'est quoi une charte de projet et un plan de projet, les rôles et responsabilités du chef de projet et des membres de l'équipe, les étapes du cycle de vie d'un projet, les techniques de gestion de projet, les outils de gestion de projet et enfin les causes d'échec de projet. Aujourd'hui, spécialement, nous allons voir les 4 premiers points, les 5 premiers points et maintenant le reste, nous allons voir cela demain. Et si nous finissons tôt, on pourra peut-être toucher du doigt quelques exercices. Ici, avant qu'on ne finisse, un exercice sera donné. Et maintenant, demain, nous allons travailler sur ces exercices-là. Alors, nous allons démarrer. Pour ceux-là qui n'ont jamais suivi nos cours, j'aurai droit à quelques minutes de présentation et le reste du temps va servir à des contributions, à des questions, à des présentations, peut-être des cas pratiques et ensemble, nous allons réfléchir sur ça. Donc, vous notez tout ce que vous comprenez ou bien ce que vous ne comprenez pas et à la fin, nous allons faire le débat. Je suis en train d'enregistrer actuellement le cours, donc pas la peine d'être en train de vouloir recopier au fur et à mesure ce qui se fait. Dès que nous finissons, le cours sera balancé sur notre chaîne YouTube que nous allons partager dans les groupes, partager aussi dans nos chaînes de diffusion pour faciliter la redivision. Après, peut-être en cours de journée ou bien les autres jours à suivre, vous pouvez encore repasser la vidéo. Voilà. La particularité de nos formations, c'est que chaque promotion a son contenu. Le cours gratuit que nous avons proposé pour la promotion 6, si vous allez sur notre chaîne YouTube actuellement, et le cours que nous vous proposons ce soir, il y a une différence évolutive, parce que nous allons proposer des contenus qui sont adaptés non seulement aux réalités du marché, mais aussi aux besoins aujourd'hui de ce domaine-là, qui est la gestion des projets et programmes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Les concepts de base, j'aurai à partager plusieurs concepts de base. Je vais prendre le temps sur certains concepts pour vous faciliter la compréhension. Le premier concept, quand on parle de conception ou bien de conduite de projet, c'est la planification. C'est même la base même de la gestion de projet. Parce que avant de faire quelque chose, il faut savoir clairement quelles sont les étapes, à quel moment je vais faire cette chose, quels sont les moyens dont j'ai besoin, que ce soit les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels, à quel moment il faut avoir ceci, quelles sont les quantités qu'il faut attribuer ou bien les nombres qu'il faut attribuer, quelles sont les forces qu'il faut déployer. Tout ceci est la base de la gestion opérationnelle de projet. Donc là, c'est le niveau opérationnel. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler du niveau opérationnel de projet sans parler de la planification. Donc, c'est un terme qui est utilisé pour désigner une méthode qui cherche à introduire les formes de rationalité dans les choix et les objectifs d'un projet à court, moyen et long terme. Donc, on parle de forme de rationalité parce que nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui doit se faire, quand est-ce qu'il faut le faire, pourquoi il faut le faire, quels sont les éléments d'appréciation. Tout ceci va se trouver dans la planification. Et ce qui est aussi important à noter, la planification est la deuxième étape quand nous rentrons dans la gestion de projet. La deuxième étape, c'est la planification, bien après le démarrage. Donc, nous avons la planification. C'est vraiment très important. Le deuxième élément qu'il faut connaître, c'est la programmation. La programmation, c'est une séquence de la planification qui est plus pratique, plus physique et plus sensible typiquement. En réalité, quand nous parlons par exemple de programme,
quand nous parlons de projet, la programmation, c'est l'étape en fait qui nous fait passer de la programmation à l'étape de projet. Désolé, du plan au programme. Donc, quand on veut quitter du plan au programme, nous allons parler de la programmation. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Bénin, que je maîtrise mieux, nous avons des plans de développement sectoriels. Donc, quand vous prenez, chaque secteur a son plan de développement. J'ai toujours l'habitude de dire qu'au Bénin, un investisseur ne peut pas venir amener son argent et commencer seulement par investir comme il veut. Non. Quand il vient, il y a d'abord le domaine dans lequel, ou bien le secteur dans lequel il veut investir. On lui présente le plan de développement de ce secteur. Et dans le plan de développement du secteur, il y a des contraintes qui sont à l'intérieur. Donc, lui, il va parcourir ces contraintes et voir maintenant sur quelles contraintes il se positionne et son financement va régler cette contrainte, ou bien va apporter des débuts de solutions, ou bien des solutions pour pouvoir régler, ou bien pour pouvoir résoudre, ou bien pour pouvoir finir avec cette contrainte-là. Et ces plans de développement sectoriel sont souvent actualisés. Donc, ça dépend du plan. Généralement, c'est souvent chaque 5 ans, donc, où on renouvelle, parce que les contraintes d'aujourd'hui peuvent disparaître d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Une contrainte que nous avons identifiée aujourd'hui, en 5 ans, même sans action, même sans intervention, elle peut disparaître d'elle-même, soit à travers le temps, soit à travers l'évolution de l'environnement, soit à travers les impacts indirects d'un autre projet ou bien d'une autre intervention. Alors, ça m'amène à définir le plan. Le plan, c'est un document qui comporte un diagnostic, c'est-à-dire un ensemble de contraintes, un ensemble de problèmes, un ensemble de situations. Quand je prends par exemple au niveau du secteur agricole, on parle du plan de développement sectoriel agricole, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, au niveau de l'électricité, au niveau au niveau de l'élevage, en tout cas, dans chaque secteur, il y a un plan de développement. Donc, quand vous prenez ce plan de développement, vous verrez un ensemble de contraintes et sur la base de ça, vous pouvez investir. Et vous allez voir que tous les projets et programmes que nous avons aujourd'hui qui existent au Bénin, vous allez voir dans l'introduction de leur projet, vous allez entendre que le projet s'aligne dans tel. S'ils ne parlent pas de plan de développement, ils vont parler de tel pilier, ils vont parler de tel axe. Donc, ils doivent forcément s'aligner sur un axe donné et cela va contribuer, cela va permettre à l'État, à la fin, quand l'État fait son bilan, de pouvoir savoir quelles sont les contraintes qui sont réglées, quelles sont les contraintes qui restent. Donc, un plan de développement dans un pays est très, très important. Ça permet de pouvoir organiser les investissements. Ça permet de pouvoir organiser aussi les différents appuis. Et aussi, vous allez voir de moins en moins, il y a moins de conflits entre partenaires. Parce qu'aujourd'hui, si un partenaire vient, par exemple, qui veut intervenir sur une contrainte, on regarde quelle est la cartographie actuelle des partenaires. Si déjà il y a un partenaire qui est dans un département qui intervient suffisamment pour régler cette contrainte dans ce département, un autre partenaire ne peut pas venir aller intervenir là, puisqu'il y aura des conflits d'attribution, il y aura des conflits au niveau des indicateurs. Donc, il faille réorganiser les choses ou bien carrément leur donner un autre département ou bien une autre zone pour pouvoir faire leurs interventions. Et cela doit donner le focus sur les contraintes qui ont été identifiées sur le plan de développement du secteur. Donc, le programme, comme vous le savez tous, c'est un ensemble organisé de politiques, de procédures et de projets, d'opérations et de services conçus pour atteindre le même but. Donc, dans un programme, généralement, on dit souvent un programme, c'est un ensemble de projets. Ce n'est pas que seulement projet. On a des politiques, on a des procédures, on a des opérations et aussi on a des objets, on a des services. Et tout ceci, c'est pour pouvoir atteindre un même but. Quand on parle de programme, on parle de but. Quand on parle de projet, on parle d'objectif. Parce qu'un projet égale à un objectif général. Donc, dans un projet, on ne peut pas avoir plusieurs objectifs généraux, mais on peut avoir plusieurs objectifs spécifiques, puisque des objectifs spécifiques découlent de l'objectif général. Un projet, alors, c'est une initiative
il y a des éléments qui frappent à l'œil. Premièrement, qui est limité dans le temps. On doit savoir quand ça commence, on doit savoir quand ça finit. Dans un espace donné, on doit savoir quelle est la zone de couverture de ce projet et son objectif doit être de pouvoir apporter une solution à un problème qui a été identifié ou bien de pouvoir répondre à un besoin. Donc, les caractéristiques d'un projet, il y a le caractère unicité. Nous avons planifié, orienté, résultat avec des ressources limitées. Donc, dans un projet, le projet est unique. Le projet est unique. Le projet doit être planifié, c'est-à-dire dans le temps, on doit savoir quand est-ce que ça finit, quand est-ce que ça reste, ainsi de suite. Ensuite, orienter résultat. Aujourd'hui, on parle de la gestion axée sur les résultats. Nous allons parler de ça un peu plus loin. Le projet, en réalité, c'est un cadre opérationnel de mise en œuvre d'un plan et d'un programme. Vous allez voir que plan, programme, ça demeure toujours des politiques, ça demeure toujours des contraintes, ça demeure des procédures, des processus, ça demeure des opérations, ça demeure un ensemble que nous avons vu précédemment. Mais le projet demeure le cadre opérationnel. Ça veut dire que quand nous avons élaboré notre plan au niveau national, pour aller à l'opérationnel, nous sommes obligés de pouvoir décliner notre plan en des programmes et ces programmes seront déclinés en des projets et le projet sera maintenant le cadre opérationnel de mise en œuvre maintenant. Donc, c'est ce qu'il faut retenir à ce niveau. Certainement, vous vous posez la question, alors, quelle différence nous pouvons faire entre un plan, entre un programme et un projet? Dans la structure, ça se ressemble. Quand vous regardez la structure d'un plan, quand vous regardez la structure d'un programme, quand vous regardez la structure d'un projet, c'est la même chose. Il n'y a vraiment pas de différence. Mais quand nous rentrons dans le fond, on va constater que le projet propose des solutions partielles aux problèmes fondamentaux. Par contre, le programme, c'est un ensemble de projets liés, comme on l'a dit, cohérents et coordonnés, contribuant ensemble à la réalisation d'un même but. Donc, c'est donc la solution avancée, quoique partielle, aux problèmes fondamentaux. Au niveau d'un plan, c'est global et ça peut être décliné en plusieurs programmes. Vous savez, le projet, d'abord, dans le plan, nous avons un ensemble de contraintes. Et pour répondre à ces contraintes, bon, on choisit une contrainte. Pour répondre à une contrainte dans le plan, on va proposer ce qu'on appelle un programme. Et pour pouvoir résoudre cette contrainte en proposant notre programme, on aura certainement plusieurs objectifs. Je suppose qu'on aura 3 objectifs clés pour pouvoir, qu'on a formulés pour pouvoir résoudre la contrainte que nous avons définie au départ. Chaque objectif va faire objet d'un projet. Voilà pourquoi on dit qu'un programme, c'est un ensemble de projets. Ça veut dire que notre programme, du point de vue objectif, nous avons 3 objectifs. Ça veut dire que nous aurons, et on a dit que chaque objectif d'un programme donne lieu à un projet. Dans ce cas, on aura 3 projets. Ça veut dire que la solution, qui est le programme ici que nous avons apporté à la contrainte 1 de notre plan, va composer 3 projets. Donc, on aura 3 projets. On va voir un peu plus loin l'arborescence. Donc, voilà un peu comment ça se fait. Vous allez voir que ici, au niveau régional, nous aurons le plan régional ou bien local de développement qui aura ses objectifs et ses stratégies. Après, on va descendre à un autre niveau. Nous aurons les objectifs et les stratégies. Après, on descend encore à un autre niveau où nous aurons les objectifs et les stratégies. Et là, à ce niveau, chaque objectif et stratégie va donner lieu à un projet. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, si vous voulez interpréter ce qui est mis, que ça soit de gauche et de la droite, vous allez voir que ici, quand nous quittons du plan régional, local et autres, on va se retrouver ici au niveau du plan national de développement sectoriel. Ça, c'est pour les secteurs. Ça dépend vraiment des différents secteurs. Quand nous venons ici, on va se retrouver au niveau du plan régional, local et de développement sectoriel. Ça va faire au niveau du secteur. Et quand nous venons ici, ça va devenir au plan local. Donc, nous avons le plan national.
Ensuite, le plan régional. Donc ici, quand je prends le cas du Bénin, on va parler du plan départemental. Ici, on aura le plan local. Donc ça sera au niveau commune. Et maintenant, au niveau commune, nous allons décliner. Ça va devenir maintenant un ensemble de projets. Donc voilà comment ça se décline dans la pratique. Alors, autre thématique qu'il faut retenir, le chef de projet. Le chef de projet, c'est celui-là qui est responsable de la planification, de l'exécution et de la clôture de projet. Donc, c'est le chef de projet qui planifie le projet. C'est lui qui s'assure de l'exécution du projet et c'est lui qui conduit les activités de clôture de projet. Et dans le cadre de cette formation, nous allons voir comment la planification est faite. Je pense que ça doit être le deuxième module de ce parcours de compétences. Nous avons l'exécution du projet qui va composer tout ce qui est suivi, évaluation, théorie de changement, tout ce qui va concerner les outils de suivi évaluation, tout ce qui va concerner les évaluations d'impact et autres. Donc, tout ce que nous aurons à voir ici sera au niveau de l'exécution. Et nous avons la clôture de projet où nous allons parler de la capitalisation, de l'apprentissage de projet, où nous allons parler de la redevabilité. Nous allons revenir encore sur le suivi et l'évaluation. Donc, tout ceci doit être sous le lit du chef projet. Donc, on appelle chef projet celui-là qui est responsable de trois choses dans le projet, à savoir la planification, l'exécution et de la clôture. Au niveau de l'exécution, ça devient un peu plus complexe parce que quand on dit exécution, ça veut dire responsabilité humaine, responsabilité financière, responsabilité matérielle. Ça veut dire que tout ce qui sera utilisé dans le projet, il doit être l'ordonnateur principal, il doit être celui-là qui va s'assurer que tout se passe dans les bonnes conditions, de la bonne manière et qui est orienté à atteindre résultat. Les parties prenantes, au niveau des parties prenantes, c'est ceux-là qui ont un intérêt direct ou indirect dans le projet. Donc, ça peut être l'équipe de projet, ça peut être ceux-là qui bénéficient directement du projet, qu'on appelle souvent des acteurs. J'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon qu'on appelle ceux-là qui bénéficient du projet des bénéficiaires. Ce n'est pas bon. Quand ils sont dans la peau de bénéficiaire, quand vous finissez l'exécution du projet, ça ne donne plus rien. C'est-à-dire le projet s'arrête là. Mais quand ils sont considérés comme des acteurs, même demain quand vous n'êtes pas là, ils ont tendance à continuer, ils ont tendance à vouloir pérenniser ce que vous avez fait avec eux. Mais s'ils sont dans la position de bénéficiaire, un bénéficiaire, c'est quelqu'un à qui on fait tout et on vient lui présenter, on dit, tiens, c'est pour toi. Ça, c'est un bénéficiaire. Mais un acteur, c'est celui-là qui a été vous depuis le démarrage, qui fait la chose ensemble avec vous pendant le projet, jusqu'à même aux activités de projet. Donc, le fait de faire ou bien de travailler avec vous, le fait de voir comment vous faites, le fait d'avoir l'occasion de pouvoir appliquer ce que vous faites, ça fait de lui un acteur. Et demain, quand vous n'êtes pas là, ces expériences qu'il a eues avec vous sont capitalisées et ça lui permet à l'avenir de pouvoir avancer seul et de pouvoir faire les choses sans vous. Autre partie prenante, c'est celui qui finance le projet, par exemple, le bailleur, le partenaire technique et financier. C'est une partie prenante, par exemple. L'État, le gouvernement, c'est aussi une partie prenante. Quand vous prenez les préfectures, niveau départemental, quand vous prenez les mairies, quand vous prenez même jusqu'aux conseillers locaux, ceux-là aussi, ce sont des parties prenantes. Donc, c'est tous ceux-là qui ont un intérêt direct ou indirect dans le projet. Ceux-là, on peut les appeler des parties prenantes. Nous avons le cycle de vie de projet. Ça va me permettre en même temps de clarifier deux choses. Le cycle de vie de projet et la gestion de projet. Beaucoup confondent le cycle de vie de projet et la gestion, le cycle de gestion de projet. Voilà, j'y arrive. Le cycle de vie de projet ici représente les étapes par lesquelles un projet passe, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à la clôture. Alors que le cycle de vie de gestion de projet, c'est depuis le démarrage jusqu'à la clôture. Autrement dit, le cycle de gestion de projet est inclus dans le cycle de vie de projet. Le cycle de vie de projet, comme je l'ai dit, c'est depuis la conception, c'est-à-dire c'est depuis l'élaboration de la bête à cornes
Depuis l'élaboration de l'arbre de problème, l'arbre de solution, déclinaison de la logique d'intervention du projet, etc., 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 jusqu'à ce qu'on arrive au lancement du projet, c'est-à-dire au démarrage du projet. Et ce n'est que là que le cycle de gestion du projet démarre. Un peu plus loin, je vais expliquer c'est quoi la gestion de projet et faire la différence entre la gestion de projet et le management de projet. Donc, c'est très important de faire cette différence en tant qu'aspirant spécialiste en management de projet et suivi évaluation. Ensuite, nous avons le plan de projet. Le plan de projet est élaboré par le chef de projet. C'est le premier document que le chef de projet élabore à son recrutement. Quand vous êtes recruté comme chef d'un projet, le premier document que vous élaborez, c'est le plan de projet. C'est un document qui décrit les objectifs du projet, les livrables qui sont attendus, les tâches à réaliser, les ressources nécessaires, le calendrier et les méthodes de suivi et de contrôle. Donc, c'est un guide pour l'exécution du projet. Étant chef, c'est là que vous allez vraiment mettre votre génie. C'est là qu'on mesure vraiment l'expérience qu'a notre chef de projet, la matière que notre chef de projet a, parce que tout va se jouer là. Et pour élaborer ce document, le chef projet doit s'inspirer d'un autre document qu'on appelle la charte de projet. En réalité, c'est la charte de projet qui lance le projet. C'est le document qui autorise l'exécution du projet. C'est le document qui protège le chef de projet. Un chef d'équipe, quand il est recruté, le premier document qu'il demande, c'est la charte de projet. Donc, si la charte de projet n'existe pas, donc vous, chef de projet, vous devez l'exiger et vous devez travailler à ce qui est forcément une charte de projet. Je vous donne un cas pour que vous puissiez voir la pertinence d'une charte de projet. On suppose que je suis un ingénieur, par exemple, en construction, génie civil. Et j'ai été recruté comme chef de projet. C'est un projet où on doit construire, par exemple, des points d'eau, des forages dans une communauté donnée. J'ai été recruté et on me demande d'élaborer le plan de ce projet. Quelqu'un a son micro allumé là. Voilà, merci, il a coupé. Donc, on me demande d'élaborer, par exemple, le plan de projet. La seule chose qui peut me donner les garanties, c'est la charte de projet. Parce que dans la charte de projet, j'ai des éléments qui vont me permettre non seulement de lever le plan, d'élaborer le plan de projet, mais qui me protègent moi-même. On suppose que dans l'exécution, je vais par exemple pouvoir le domaine dans la communauté par exemple. Or, on suppose qu'il y a un litige par exemple sur le domaine que nous devons par exemple réaliser l'infrastructure. Si je vais là-bas comme étape, je l'ai cherché. Si je vais là-bas qu'on m'agresse, je l'ai cherché. Si je vais là-bas que quelque chose m'arrive, je l'ai cherché. La seule chose en ce moment qui peut me protéger, c'est la charte de projet. Parce que dans la charte de projet, nous avons les signatures, l'approbation de la communauté ou bien de ceux-là qui vont utiliser l'ouvrage qui sera mis à disposition. Dans ce document, on a la caution des responsables, par exemple, ou bien des autorités communales. Nous avons dans ce document-là l'accord de, par exemple, les autorités au niveau local. Donc, je suis protégé de part et d'autre. Et à l'intérieur, j'ai aussi leurs pensées, j'ai ce qu'ils attendent de moi. Comme ça, je suis protégé. Comme ça me permet de pouvoir élaborer aisément mon document et de pouvoir mettre en œuvre. Donc, la charte de projet est très importante. Nous allons voir un peu plus loin comment ce document-là s'élabore. Ensuite, nous avons les techniques de gestion de projet. Excusez-moi. La gestion de projet se fait sur la base de plusieurs techniques. Et le chef de projet est libre de choisir la technique qui lui semble la mieux. Si je prends par exemple la technique de cascade, ou bien la technique agile, ou bien je prends d'autres techniques comme la technique de PET, ou bien la technique ça m'échappe là, de Gantt. Donc, il y a plusieurs techniques que le chef projet peut utiliser. Donc,
La technique de gestion, c'est une approche, c'est une méthode. C'est-à-dire que le chef de projet décide d'utiliser pour pouvoir gérer le projet. Pour pouvoir gérer le projet. La gestion des risques est aussi un élément de base que vous devez connaître. Dans un projet, il y a un outil qui nous permet de pouvoir faire ce qu'on appelle la gestion des risques. Et quand on dit gérer un risque, c'est quoi? C'est d'identifier le risque, c'est d'évaluer le risque et c'est de proposer des solutions pour pouvoir atténuer le risque. Et enfin, c'est de suivre et évaluer maintenant le risque. Quand on dit gérer le risque, ce sont ces trois éléments. Parce que des risques, ce sont des événements que nous avons prévus. Ça peut être des événements que nous n'avons pas prévus. Ça peut être des événements que nous n'avons pas prévus, mais que nous avons prévus auxquels nous ne pouvons rien apporter. Plus simple, je pourrais dire que nous avons trois types de risques. Le risque que je connais et que je sais que ça peut arriver et que j'ai déjà les solutions pour proposer. Deux, les risques que je connais et si ça vient, je sais qu'en ce moment, je peux avoir la compétence pour m'aider pour que je puisse trouver des solutions. Et des risques que je ne connais pas. Et si ça arrive, je n'y peux rien. Donc, voilà un peu les trois types de risques qu'on peut avoir dans un projet qu'on va détailler beaucoup plus dans d'autres modules. Le suivi et le contrôle. On ne peut pas exécuter un projet sans suivi, sans contrôle. Le suivi se fait du début du projet jusqu'à la fin du projet. Le jour que vous avez lancé le projet, le suivi démarre déjà. Donc, le suivi va vous permettre de pouvoir mesurer et de comparer aussi l'avancement du projet. Le suivi va vous permettre de pouvoir savoir est-ce que j'avance, est-ce que je recule, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire. C'est le suivi qui nous permet de pouvoir retrouver ces différents éléments et maintenant apporter au fur et à mesure des éléments de correction, ainsi de suite. La clôture de projet. On ne peut pas exécuter un projet sans clôturer ce projet. Donc, la clôture de projet aussi, il y a une manière de pouvoir faire ça. Ce sont des activités finales pour archiver les documents, évaluer les résultats et puis reconnaître les contributions de l'équipe. Un livrable. Un livrable, c'est un résultat. C'est un document mesurable, tangible ou vérifiable qui résulte de l'achèvement d'une partie du projet ou du projet. Quand vous exécutez un projet, le projet est subdivisé en des objectifs. Ça peut être un objectif où nous avons des objectifs spécifiques et ces objectifs spécifiques sont déclinés en des résultats qu'on attend et les résultats qu'on attend sont déclinés en des activités qu'on attend et pour que ces activités soient menées, nous avons ce qu'on appelle des entrées, en anglais des inputs. C'est ça qu'on appelle en gestion de projet la logique d'intervention du projet. Et à chaque niveau, nous avons ce qu'on appelle des livrables. C'est-à-dire, en menant telle activité, qu'est-ce que je veux avoir? En formant, par exemple, je dis par exemple, je veux former 100 femmes sur les méthodes contraceptives. Les livrables, ça peut être quoi ici pour cette formation? Le premier livrable, ça peut être, par exemple, le rapport de formation. Parce que je suis en train de former le rapport de formation. Le deuxième livrable, ça peut être, par exemple, les photos ou bien les vidéos de formation. Ça peut être, par exemple, par exemple, on a parlé de documents, on a parlé de... Ça peut être les états, par exemple, de paiement, s'il y aura des paiements à faire. C'est ça, par exemple, ça peut être un livrable. La maîtrise à long terme de ces femmes-là, ça peut être aussi vu comme des éléments de livrable. Ensuite, nous avons l'évaluation du coût du projet, c'est très important. Nous allons voir ça quand nous serons à l'élaboration de la charte de projet et du plan de projet. Le cycle de vie de projet, je l'ai déjà expliqué. La partie prenante aussi, ce sont des détails encore. La logique d'intervention du projet, c'est quoi la logique d'intervention du projet? C'est la colonne vertébrale du projet. On ne peut pas parler de projet sans parler de logique d'intervention du projet. La logique d'intervention du projet est déclinée comment? Premièrement, c'est un outil qu'on utilise qu'on appelle la bête à cornes.
Et quand on élabore ce document et cet outil-là, ça nous permet de pouvoir ressortir ce qu'on appelle l'arbre de problème. Donc, une fois que nous avons l'arbre de problème, on va transformer les problèmes-là en solutions. Et quand nous allons transformer les problèmes en solutions, de l'arbre de solution, nous allons décliner ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. C'est-à-dire, nous aurons l'objectif général, nous aurons les objectifs spécifiques, nous aurons les résultats, nous aurons les activités. Donc, et ceci, nous avons l'intervention. Ce que je viens de décliner là, c'est l'objectif, c'est le résultat, c'est l'activité. Ici, la vision, mission, nous parlons ici de l'objectif général. Les objectifs ici, vous allez voir, il y a S, c'est-à-dire les objectifs spécifiques. Nous avons les résultats, nous avons les activités. Ça, c'est l'intervention du projet. Pour appeler cela logique d'intervention, nous allons faire ce qu'on appelle l'analyse de cause à effet, ou bien certains vont parler de l'analyse de causalité, des liens de causalité. C'est-à-dire, on va se poser la question de savoir, est-ce que l'ensemble des activités que nous allons mener, quand on les analyse, quand on les regarde, quand on se projette, est-ce que ça va nous permettre de pouvoir atteindre les résultats attendus? Si oui, il y a un lien de causalité entre les activités et les résultats. Je me pose la même question. Est-ce que si ces résultats-là sont atteints, ça contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques? Si oui, il y a un lien de causalité entre les résultats et les objectifs. Est-ce que les objectifs spécifiques, une fois atteints, une fois réels, une fois visibles, ça contribue à la vision? Ou bien ça va nous permettre d'atteindre la vision qu'on s'est fixée? Si oui, il y a un lien de causalité entre les objectifs et la vision. À chaque niveau, ayant déjà un lien de causalité, en ce moment, on peut parler de la logique d'intervention du projet. Vous allez constater que des fois, quand un projet veut démarrer, il y a un type d'évaluation qu'on fait, qu'on appelle évaluation de référence. Donc, c'est une évaluation qui est souvent faite à la veille du démarrage du projet, c'est-à-dire quand le projet veut démarrer. Et l'objectif de cette évaluation, c'est de pouvoir se rassurer, est-ce que la logique d'intervention de notre projet est toujours d'actualité? Parce qu'il peut arriver qu'à un moment donné de l'exécution du projet, que la logique d'intervention n'existe plus. Et quand au niveau de l'évaluation de référence, on est sûr qu'il y a encore une logique, la même chose se fait au niveau de l'évaluation à mi-parcours. Et c'est toujours pour voir si les activités contribuent toujours aux résultats, si les résultats contribuent aux objectifs, si les objectifs contribuent à la vision jusqu'à la fin. Et cela va inévitablement nous amener dans une situation que nous souhaitons certainement. Donc, en ce moment, on peut dire que notre projet a respecté ce principe. Donc, c'est ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet. Dans certains projets, c'est l'intervention du projet, ils n'ont aucune logique. Parce que quand nous regardons les activités sont déconnectées des résultats, les résultats sont déconnectés des objectifs sont déconnectés de la vision. Là, ce n'est plus une logique d'intervention du projet, mais c'est une intervention du projet. Donc, faites la différence entre la logique d'intervention du projet et l'intervention du projet. Ensuite, nous avons le cadre logique et la théorie de changement. Vous ne connaissez pas ces deux outils-là, vous n'êtes pas prêt pour gérer un projet. Parce que le cadre logique est très important. Et ça s'enchaîne. On ne peut pas parler de cadre logique sans logique d'intervention. Si la logique d'intervention est mal formulée, vous aurez un très mauvais cadre logique. Parce que la logique d'intervention du projet est la première colonne du cadre logique. Quand on dit cadre logique, c'est généralement 4 colonnes. La colonne de la logique d'intervention, la colonne des sources des indicateurs objectivement vérifiables, nous avons la colonne des sources de vérification, c'est-à-dire la colonne des livrables, et enfin la colonne des risques et des hypothèses. Donc, nous avons 4 colonnes de base pour un cadre logique. Maintenant, quand on va rentrer dans les détails, si vous prenez par exemple les projets européens et autres, là, c'est néerlandais et autres, vous allez voir que eux, ils privilégient beaucoup plus 3 colonnes, c'est-à-dire la logique d'intervention du projet,
les indicateurs objectivement vérifiables, les sources de vérification. La colonne des risques, la colonne des hypothèses, ils ne valorisent pas ça. Pourquoi? À cause du deuxième outil qu'on appelle la théorie de changement. Donc, pour élaborer la théorie de changement, vous avez forcément besoin d'un cadre logique. Donc, si vous n'avez pas un bon cadre logique, vous n'aurez pas une théorie de changement. La théorie de changement, c'est la démarche qui explique comment et pourquoi les activités mèneront aux résultats escomptés. Plus simplement, on suppose qu'il y a une chambre, par exemple, qui a 2 niveaux. Et il n'y a pas de porte pour pouvoir monter. Et on veut nécessairement monter. Tout à l'heure, l'idée qui va venir, c'est qu'on va faire l'échelle. Et si on va faire l'échelle, il y aura des barrettes. Donc, chaque niveau de barrette nous permet de nous rapprocher de notre but. Donc, au fur et à mesure qu'il y a de barrettes, nous évoluons et cela nous permet de pouvoir atteindre notre but. Donc, les différentes barrettes qui sont mises au niveau de l'échelle, c'est ces différentes barrettes-là qu'on appelle la théorie de changement, puisque ça nous montre la démarche, comment nous allons atteindre et pourquoi nous voulons atteindre. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc, les éléments qui sont très importants, si je vais me récapituler du début, c'est que nous avons l'arbre de problème. Ensuite, on transforme l'arbre de problème en arbre de solution. On transforme l'arbre de solution en logique d'intervention du projet. On transforme la logique d'intervention du projet en cadre logique. Et de cadre logique, maintenant, on fait ressortir notre théorie de changement. Tous ces outils que je suis en train de citer font objet d'un cours à part entière que nous allons voir dans les tout prochains jours. La planification opérationnelle, c'est l'étape où nous allons transformer. Vous allez constater que dans la logique d'intervention du projet, j'ai dit le dernier niveau, c'est les activités. Donc, à ce niveau-là, nous allons casser chaque activité en des résultats. Et là, il y a plusieurs outils. Vous pouvez utiliser par exemple l'outil d'UVBS pour pouvoir casser vos activités en des tâches. Et là, nous allons faire appel à Gantt Project, nous allons faire appel à MS Project, nous allons faire appel aussi à Excel. Et c'est d'ailleurs le prochain cours, après ce cours que nous sommes en train de faire, le deuxième cours qui va venir, c'est la planification opérationnelle et gestion et outils de gestion de projet. Et là, on va voir de manière pratique comment on peut décliner les activités en des tâches, les séquencer, les attribuer les responsabilités, prévoir des délais et transcrire tout ceci dans MS Project, dans Gantt Project, dans Excel, à travers les méthodes de PET, à travers plusieurs d'autres méthodes que nous pouvons utiliser. Donc, c'est ça qu'on appelle la planification opérationnelle. La logique de la gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, vous allez voir que tout est axé sur les résultats. La gestion axée sur les résultats est un fondement essentiel de la gestion de projet. On ne gère pas seulement des activités, mais on vise des changements concrets et mesurables. C'est le premier élément. On définit dès le départ des indicateurs objectivement vérifiables pour suivre la performance. Et enfin, chaque étape de projet doit démontrer comment elle a contribué aux résultats et à l'impact. C'est ça qu'on appelle les jalons. Pour la petite histoire, vous savez, avant, l'efficacité du projet et l'efficience du projet se mesuraient à la consommation budgétaire. C'est-à-dire, si on vous confie un projet de 10 millions par exemple, quand on vient, combien on vous a remis? 10 millions. Combien vous avez consommé? 10 millions. Ok, c'est bon, vous avez bien fait, même si on ne voit rien. Est-ce que les 10 millions, vous avez pu les consommer? Oui. C'était ça avant la gestion de projet. Mais jusqu'à dans les années 2004, 2005, les gens ont commencé par se poser la question, est-ce que nous allons continuer comme ça? Il va falloir qu'on puisse voir dans la pratique, quand on donne de l'argent à quelqu'un pour réaliser une infrastructure, si on vient, on ne va plus se limiter si l'argent a été consommé. On va lui demander où se trouve l'infrastructure. Comment on voulait l'infrastructure? De quelle manière on voulait l'infrastructure? Et on va subdiviser la mise en œuvre de l'infrastructure, ou bien la construction de l'infrastructure
en des étapes, en 5 étapes par exemple. Et chaque étape doit être validée. Si la première étape n'est pas validée, c'est que le chantier s'arrête là et on retire le projet à l'intéressé et on donne à une autre personne. Donc, les étapes doivent être validées. Si la première étape est validée, quel est le montant qui correspond? Quelle est la ressource humaine, matérielle qui devait être mise à disposition? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est la même chose? Si oui, on valide et on fait encore un autre financement pour la deuxième étape, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Donc, quand on parle de gestion axée sur les résultats, c'est 3 éléments. C'est 3 éléments. Le premier élément, est-ce que les activités que nous sommes en train de mener nous amènent à cette vision de changement concret et mesurable? 2, est-ce qu'avant de démarrer le projet, on s'est entendu sur ce qu'on veut? On s'est entendu sur ce qu'on veut voir? On s'est entendu sur les éléments d'appréciation? 3, est-ce que chaque niveau a été validé pour pouvoir aller au niveau supérieur? Si oui, nous sommes en train de faire de la gestion axée sur les résultats. En termes simples, c'est ce qu'on appelle gestion axée sur les résultats. Le rôle des parties prenantes, on l'avait déjà vu. Les outils fondamentaux, je l'ai cité dans la synthèse, l'arbre de problème, le cadre logique, le diagramme de Gantt, le tableau de suivi, etc. Nous avons ce qu'on appelle le tableau de la triple contrainte. D'autres vont appeler ça le triangle d'or. En management de projet, on parle de 3. Le triangle de la gestion de projet. Mais quand on sera en suivi évaluation, on va parler de 6. Ici, nous allons parler de 3. Le coût, le délai et la qualité. C'est la base même de la gestion de projet. Le coût, le délai et puis la qualité. C'est intimement lié. Quand vous touchez l'un, ça impacte les autres. Si un projet, je dois le faire en 3 jours, avec 10 000 francs, pour une qualité donnée, si je vais à 4 jours, je ne pourrai plus faire le projet à 10 000 francs et la qualité escomptée ne pourra plus être atteinte. Pareil si je diminue. C'est pour cela qu'on appelle ça le triangle de la gestion de projet. Donc, en tant que chef de projet, dans la gestion de projet, peu importe la technique que vous allez utiliser, vous devez avoir un focus sur 3 éléments. Le coût, le délai, la qualité. Si j'ai une activité à mener, l'activité là doit être menée en combien de jours? L'activité là va coûter combien? Pour quelle qualité? Et dès que l'activité démarre, vous, en tant que chef de projet, c'est les 3 éléments qui doivent attirer votre attention. L'équilibre en ces 3 dimensions est la clé du succès du projet. Donc, votre rôle est de travailler à l'équilibre de chaque activité. Dès qu'une activité démarre, vous devez avoir un focus pour veiller à l'équilibre entre le coût, le délai et la qualité. Si vous relevez ce défi, inévitablement, votre projet doit forcément réussir. Merci. Voilà, nous avons fini avec quelques concepts de base que vous devez connaître. Mais à la phase payante, nous aurons à partager 21 notions clés de base encore. Donc, à part ce qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a encore 21 notions que nous allons voir à la phase payante. Ici, on n'a vraiment pas le temps. On ne peut pas consacrer la formation rien que pour les bases. Donc, on doit forcément partager un peu de tout pour vraiment faire comprendre des choses aux gens. Maintenant, nous allons voir les fondements de la gestion de projet. Avant de parler des fondements, on va se poser la question, c'est quoi la gestion de projet? La gestion de projet, ce que vous allez retenir, c'est une démarche, c'est une méthode qui consiste à planifier, organiser, coordonner et contrôler l'ensemble des ressources. Vous allez voir que ce sont les étapes clés du cycle de vie de gestion de projet. C'est le démarrage seul qui n'est pas ressorti. Parce qu'on va parler de démarrer, on va parler de planifier, on va parler de mettre en œuvre, c'est ça, organiser, coordonner et contrôler. Et enfin, maintenant, on va parler de clôture. Et ces éléments sont vraiment essentiels pour l'atteinte des objectifs dans le délai et aussi dans le budget. Donc, en d'autres termes,
c'est l'art de transformer une idée en réalité en suivant une approche structurée. Et l'approche structurée ici, c'est la technique. Quelle est la technique que vous allez utiliser? Donc, vous transformez, c'est l'art de transformer une idée en réalité en suivant une approche structurée. C'est ça qu'on appelle la gestion de projet. La gestion de projet poursuit 4 objectifs. Le premier objectif, c'est le livrable ou le produit, c'est-à-dire quand on met en œuvre un projet, nous avons des livrables. Est-ce que ces livrables-là sont atteints? Le changement de qualité. Nous avons le délai imparti. Est-ce que le budget prévu a été respecté? Et enfin, maintenant, la satisfaction des parties prenantes tout en assurant la durabilité des résultats. C'est très important. Il ne sert à rien que les parties prenantes soient satisfaites aujourd'hui et maintenant, quelques jours après, que cette satisfaction disparaisse parce que c'était des résultats partiels et avec le temps, ça disparaît. Donc, on doit beaucoup plus miser sur la satisfaction dans le temps qui va durer dans le temps. Donc, voilà les 4 objectifs que poursuit la gestion de projet. Le livrable des produits dans le délai imparti avec le budget prévu et tout en satisfaisant les parties prenantes. Quelles sont les étapes de la gestion de projet? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit c'est seulement, quand on a donné la définition ici, c'est seulement le démarrage qu'on n'a pas touché. Donc, on a 4 étapes: démarrage, planification, exécution et suivi, et enfin maintenant la clôture. Donc, c'est ça les grandes étapes de la gestion de projet. Et vous allez voir que dans le cycle de vie, on a ajouté l'étape de conception seulement. Alors, pourquoi la gestion de projet est-elle importante? La gestion de projet est importante parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir un processus de planification et d'exécution des projets plus prévisible. Ça va nous permettre de respecter le budget, de résoudre des problèmes et de faire remonter ces problèmes-là plus rapidement, d'identifier et mettre fin aux projets n'ayant aucune valeur commerciale pertinente. Ça va nous permettre de devenir plus efficace et d'améliorer la collaboration entre les membres et au sein de l'équipe et au sein des membres de l'équipe, et enfin d'identifier les risques et y préparer. Les principes de la gestion de projet, nous avons la clarté des objectifs, la participation, la flexibilité, la redevabilité et transparence, et enfin maintenant la durabilité. Donc, en résumé, les fondements de la gestion de projet reposent sur une démarche structurée et planifiée, un équilibre entre contraintes, c'est-à-dire coût, temps, qualité ou bien coût, délai, qualité, une orientation vers les résultats, une parfaite implication des parties prenantes et une capitalisation des leçons pour améliorer les pratiques. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez retenir au niveau des fondements de la gestion de projet. Au niveau des acteurs clés de la gestion de projet, nous avons 8 acteurs. Le premier acteur, c'est le maître d'ouvrage, c'est celui qui initie le projet. C'est la personne ou bien l'organisation qui exprime les besoins et définit les objectifs. Donc, il présente les bénéficiaires finaux. Donc, par exemple, une ONG qui veut construire un forage pour une communauté, par exemple. Le maître d'œuvre, c'est l'exécutant technique, c'est-à-dire l'entité ou bien l'équipe chargée de mettre en œuvre le projet. Donc, ça peut être l'entreprise qui veut construire cela. Nous avons le chef de projet. Donc, c'est lui qui pilote le projet. C'est lui qui est le chef de l'opérationnel. On a dit que ses rôles, c'est de planifier, c'est de coordonner, superviser, exécuter, gérer les ressources, etc. Nous avons l'équipe projet. Ça, c'est le groupe qui est géré par le chef projet. Donc, c'est le groupe qui va aider le chef projet à atteindre les résultats. Et nous avons vu en gestion des ressources humaines, par exemple au niveau de la promotion 6, comment on constitue une équipe. Donc, on va voir comment on gère une équipe dans les tout prochains jours. Les bénéficiaires, j'ai parlé beaucoup plus d'acteurs. Je l'ai laissé comme ça pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Mais dans la pratique, on parle beaucoup plus d'acteurs que de parler de bénéficiaires. Les bailleurs de fonds, les partenaires et autres parties prenantes. Nous avons le COPIL. Le COPIL, c'est l'instance de gouvernance du projet.
Hein. Dans d'autres structures, vous allez entendre parler de comité d'orientation stratégique ou bien de comité d'orientation. Donc, ça dépend vraiment. Donc, c'est ceux-là qui, en réalité, donnent les grandes orientations pour à être exécutés dans le projet. En résumé, un projet implique qui initie le maître d'ouvrage, qui exécute le maître d'œuvre et l'équipe de projet, qui pilote le chef de projet et le comité de pilotage, qui finance le bailleur et qui profite. Ce sont les acteurs, ce sont les bénéficiaires. Donc voilà les acteurs clés de toute conduite de projet. Maintenant, nous allons voir la différence entre management de projet, conduite de projet et aussi gestion de projet. Beaucoup de confusion à ce niveau. Le management de projet, c'est la discipline même, la discipline globale qui regroupe les méthodes, outils, compétences et bonnes pratiques qui permettent de piloter un projet du début jusqu'à la fin. Donc, ça couvre les dimensions de planification, d'organisation, de ressources, de risques, de qualité, de communication, de suivi, évaluation, etc. Donc, en résumé, on pourra dire que c'est la science et l'art d'amener un projet à réussir. C'est ça, le management de projet. Maintenant, la gestion de projet, c'est l'aspect le plus opérationnel ou technique. Donc là, on est beaucoup plus à l'opérationnel. Donc ça se concentre beaucoup plus à l'utilisation optimale des ressources. Donc on peut dire que la gestion de projet est le socle technique sur lequel repose la conduite et le management de projet. Donc la gestion de projet, c'est la phase opérationnelle du projet. Donc c'est la phase qui sous-tend le management de projet et la conduite de projet. Alors, c'est quoi la conduite de projet? La conduite de projet, c'est la mise en mouvement pratique d'un projet. Donc, c'est l'action de diriger, de coordonner. Donc, on met l'accent beaucoup plus sur le processus d'accompagnement du projet, depuis la conception jusqu'à l'achèvement. Autrement dit, on va parler de la clôture de projet. Donc, elle inclut la dimension humaine, mobiliser les équipes, gérer les résistances, favoriser la participation. La gestion de projet, c'est la dimension opérationnelle et technique. La conduite de projet, c'est la dimension pratique et humaine. Et le management de projet, c'est la dimension globale. Donc, il y a bel et bien une différence entre management de projet, conduite de projet et gestion de projet. Donc, si on va les prendre par ordre croissant, c'est-à-dire décroissant du plus grand au plus petit, on parle d'abord de management de projet. Ensuite, on parle de conduite de projet pour pouvoir aboutir à la gestion de projet. Je vous propose un schéma pour mieux comprendre la différence. Voilà le schéma que j'utilise très souvent pour mieux l'expliquer. Donc, quand vous dites que vous êtes spécialiste en management de gestion de projet, ça veut dire que vous êtes capable d'élaborer, de conduire, d'évaluer, d'améliorer afin de pouvoir atteindre un changement. Autrement dit, c'est de concevoir et de conduire une théorie de changement. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est la mobilisation du personnel afin de pouvoir les amener à atteindre les objectifs. Ça, on va parler de la gestion des ressources humaines. Et le niveau clé qui est au milieu, c'est la conduite de projet. Donc, dans la conduite de projet, nous avons le développement de systèmes d'information. Donc, vous devez être capable de pouvoir développer ou bien concevoir ce qu'on appelle un système de suivi-évaluation, un système de feedback, un système de gestion des plaintes. Beaucoup de systèmes sont inclus là, donc vous devez avoir cette compétence-là. Deux, c'est la gestion de projet en elle-même. Parce que quand on parle de gestion de projet, on a dit ces trois éléments, le délai, le coût et puis la qualité. Donc, on peut rattacher ça à la gestion de la qualité. Et quand on parle de gestion de la qualité, c'est l'assurance qualité et le contrôle qualité. Ensuite, nous avons la gestion de la configuration. La gestion de la configuration, c'est beaucoup plus quelle est les méthodes que vous utilisez. Quels sont les outils que vous utilisez pour pouvoir gérer votre projet? Ça peut être par exemple MS Project, ça peut être par exemple Gantt Project, ça peut être d'autres peut-être outils en ligne comme Monday.com, ça peut être comme
Google, les outils de Google, quelles sont les configurations qui existent, qui aident à gérer le projet que vous devez forcément maîtriser. Et enfin, c'est la gestion de la documentation, l'élaboration des titres DR, des thèmes de référence, l'élaboration d'une charte de projet, l'élaboration d'un plan de projet, l'élaboration d'un cadre logique, l'élaboration d'une théorie de changement, l'élaboration d'un rapport d'activité, l'élaboration d'un rapport de projet, d'un rapport de suivi, d'un rapport d'évaluation, l'élaboration d'un rapport de capitalisation, l'élaboration d'une bonne pratique, d'une leçon apprise, d'une histoire de succès. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses qu'on doit maîtriser. Et tout ce que je viens de citer se loge, chacun se loge dans un module que nous avons proposé dans les 10 modules proposés dans ce parcours de compétences. Donc, c'est des choses que nous allons voir. Et vous allez voir, les 10 modules que nous avons proposés dans le cadre de notre formation se résument dans ce schéma. Nous avons un contenu en management de projet. Nous avons un contenu en théorie de changement, un contenu en conduite, un contenu en gestion de ressources humaines, un contenu en conception de systèmes d'information, un contenu en gestion de qualité, en gestion de projet, un contenu en gestion de configuration et enfin un contenu en gestion de la documentation. Donc, ce 10 spécialistes en management de projet, voilà ce à quoi qu'il faut forcément s'attendre. Voilà la compétence qu'il faut vraiment avoir. Voilà. Donc, je pense que maintenant, vous faites clairement la différence entre le management de projet, la conduite de projet et la gestion de projet. Donc, sortez de ceux-là qui s'embrouillent en disant que management de projet est égal à gestion de projet. C'est quand on est théoricien. C'est quand on est théoricien qu'on s'exprime comme ça. Mais quand on est praticien, on comprend réellement quelle est la différence entre management de projet, conduite de projet et puis gestion de projet. Nous allons finir par ici avec la charte de projet. Comme je l'ai déjà expliqué dans le cours, j'ai dit la charte de projet, c'est un document officiel qui autorise formellement le lancement du projet. Donc, si vous entendez qu'il y a un projet qui a été lancé, le livrable de ce lancement, c'est la charte de projet. Et si vous demandez, normalement, ceux-là qui ont lancé le projet doivent vous faire part de ce document. C'est un document qu'on met à la disposition, qu'on signe. Donc, le rôle de la charte de projet, c'est 5 rôles. C'est de donner une légitimité au projet et à son chef projet. Je l'ai dit au départ. Donc, vous, chef de projet, si vous commencez un projet sans être sûr qu'il y a une charte de projet, vous mettez en péril votre compétence ou bien vous risquez votre vie. 2, c'est de définir clairement les objectifs, le contexte et les résultats attendus. Dans la charte de projet, tout est écrit. C'est de préciser les acteurs impliqués et leurs responsabilités. C'est de dire les grandes lignes des ressources. On doit avoir combien coûte le projet. Le projet doit se faire en combien de temps? Quels sont les moyens à mobiliser? 5e chose, c'est de servir de référence tout au long du cycle de vie du projet. Donc, la charte de projet est à la fois un document de référence, à la fois un outil de gouvernance et un engagement formel. Donc, vous voyez un peu à quel point c'est très important. Maintenant, il y a d'autres documents qui s'apparentent à ça. On va parler de l'étude d'opportunité, etc., etc. Donc, d'autres vont vous parler aussi d'un brief de projet. D'autres vont vous parler de la synthèse de projet. D'autres vont vous parler de la feuille de route de projet. Donc, vous pouvez aussi voir. Donc, voilà un peu le canevas d'élaboration d'une charte de projet. Nous avons le titre et description du projet, le contexte et justification du projet, quels sont les objectifs généraux et spécifiques, quelle est la portée. D'autres, à ce niveau, ajoutent les résultats attendus, mais ce n'est pas obligatoire. La portée du projet, les livrables attendus, les acteurs et parties prenantes, le chef d'équipe désigné et son autorité, le budget prévisionnel, le calendrier indicatif, les risques majeurs identifiés, les critères de succès et enfin maintenant la signature et approbation. Donc, c'est pareil ici au niveau du plan de projet, mais il y a une légère différence. Donc, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a une légère différence, beaucoup plus dans l'organisation
du projet, parce qu'au niveau de la charte de projet, quand vous regardez, vous allez voir, on n'a pas organisation du projet. Mais là, à la différence, nous avons l'organisation du projet, nous avons le plan de gestion des ressources, nous avons la gestion des risques, puisque là-bas, les risques sont juste identifiés. Donc ici, vous allez montrer comment ces risques-là seront gérés au cas où ça intervenait. Vous allez faire l'analyse des parties prenantes. L'analyse des parties prenantes, ça veut dire quoi? Quand vous gérez le projet, les parties prenantes doivent savoir ce qui se fait, savoir quelle est leur contribution, savoir comment les choses se font. Donc, il faut d'abord identifier les parties prenantes que vous allez trouver dans la charte de projet. Le travail est déjà fait. Maintenant, vous allez demander à chaque partie prenante quelle est l'information dont elle a besoin. C'est la première des choses. Comment elle a besoin de cette information, c'est-à-dire le format. Est-ce que c'est en audio? Est-ce que c'est en texte? Est-ce que c'est en bulletin? Par quel canal il doit recevoir cette information? Si ce n'est pas la radio, ce n'est pas la télé, ce n'est pas mail, etc. Et à quelle fréquence? Est-ce que c'est chaque mois? Est-ce que c'est trimestriel, etc., etc., etc. Et quelle peut être sa contribution dans tout ce processus? Donc, c'est un document à part entière qu'il faut vraiment élaborer. Ça, on aura suffisamment le temps d'apprendre comment on élabore ce document-là dans la phase payante. Donc, on va s'arrêter là. Je vais laisser l'écran comme ceci et nous allons commencer le débat. Et là, chacun peut prendre la capture et c'est de pouvoir s'exercer à élaborer l'arbre de problème et l'arbre de solution et proposer la charte de projet et le plan de projet. Je sais qu'on n'aura pas suffisamment le temps, mais moi j'ai déjà corrigé ça, mais vous pouvez quand même prendre un coup de journée demain, réfléchir sur ça et demain nous allons faire le débat. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et maintenant on va prendre les questions. On va prendre surtout les apports. Je vais aussi apprendre de vous. Donc, et ça va permettre à chacun à la fin de pouvoir vraiment gagner quelque chose. Donc, vous avez maintenant la parole. Le principe est simple. Celui qui veut réagir lève juste la main et on lui donne la parole et il intervient. Merci. Il n'y a pas de questions? Oui, Monsieur Jacques. Oui. Bon, moi, je suis sur le téléphone, donc je n'ai pas de main pour lever. Si vous permettez, juste, juste quelques clarifications. D'abord, c'est de vous remercier pour la masse d'informations que vous portez à notre connaissance. Il y en a de nouveaux, il y en a qui sont connus et qui sont mieux connus encore. C'est justement dans ce sens-là que je voudrais aborder une notion qu'on aborde souvent en gestion de projet et que vous n'avez pas abordé au cours de votre développement. C'est la notion de coordinateur de projet. Vous avez parlé de chef de projet, de chef de projet. Je voudrais demander si c'est des mots synonymes ou s'il y a une différence entre un coordinateur de projet et un chef de projet. L'autre préoccupation, c'est puisque dans le développement, je vois une similitude entre la logique d'intervention d'un projet et la théorie de changement. Parce qu'on a dit la logique d'intervention, c'est la manière dont les activités conduisent aux résultats, les résultats aux objectifs spécifiques et les objectifs spécifiques aux objectifs, disons, généraux. Mais de l'autre côté aussi, on dit de démontrer comment les interventions du projet vont amener au résultat, au changement voulu ou bien au résultat escompté. Donc, je voudrais que vous reveniez un peu sur ces deux notions-là pour nous dire un peu
la nuance qu'il y a entre elles. Merci beaucoup. Si je comprends bien, la différence Entre coordinateur de projet et chef de projet. Okay. Et la différence entre logique d'intervention et théorie de changement. Ok. Autre intervention, s'il vous plaît. Autre intervention. Bon, par rapport à la question posée, est-ce que quelqu'un a peut-être une réponse? Comme ça, la phase gratuite s'anime. Je ne suis pas censé tout connaître. Est-ce que quelqu'un a un essai de réponse à la préoccupation de M. Emmanuel? Ok, il n'y a pas de réaction. On parle de coordonnateur de projet, on parle de chef de projet. Si on veut aller très vite, on dira que c'est la même chose. Mais en fait, quand on va dans le fond, dans la pratique, c'est deux choses différentes. Le chef projet, c'est celui-là qui répond du projet. Il répond entièrement du projet. Mais le coordonnateur du projet, c'est celui-là qui répond d'une partie du projet. Donc, on dit chef projet avant de dire coordonnateur du projet. C'est ce que je peux dire de la différence entre coordonnateur de projet. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous allez voir que dans la définition, quand on parle de chef de projet, c'est celui-là qui s'occupe de la planification du projet jusqu'à la clôture du projet. Donc, du début jusqu'à la fin. Et il doit être recruté avant que le projet ne démarre. Il peut ne pas être là à la conception du projet, mais il doit être là au démarrage du projet. Parce qu'on doit commencer par son expertise, parce que c'est lui qui élabore la charte du projet. Donc, et dans la charte du projet, on a dit que c'est des éléments beaucoup plus qui reviennent en termes de planification, préparation, tout ceci. Donc, il doit être là. Le coordonnateur du projet est pris pendant le projet. Donc, lui peut venir après le lancement du projet. Donc, il peut ne pas être là avant le lancement. Donc, lui, il est là au niveau après l'exécution, après le lancement du projet, je vous l'ai dit. Et généralement, il vient souvent quand on constate que le chef projet est suffisamment occupé. Et vous allez voir que les coordonnateurs de projet dans la pratique, vous allez voir que ce sont eux qui sont souvent les chefs projet adjoints. Quand on dit chef projet adjoint, vous allez voir que généralement, c'est coordonnateur de projet. C'est lui qu'on appelle le coordonnateur de projet. Mais d'autres projets vont vous parler de coordonnateur de projet et coordonnateur de projet adjoint. Le coordonnateur de projet ici, c'est le chef de projet. Voilà un peu ce que je peux dire de ce que j'ai vu sur le terrain, de comment les choses se passent. C'est le chef de projet qui est en dessous. Et après lui, maintenant, on parle du coordonnateur de projet. Autre chose, il y a des cas où le coordonnateur de projet peut venir, si on prend une ONG par exemple, où nous avons le directeur exécutif de l'ONG ou bien le coordonnateur du projet. Donc, en dessous de lui, il peut y avoir des coordonnateurs de projet. Là, il est en haut, on va parler de coordonnateur d'ONG, je vous l'ai dit. Donc, sous lui, on aura les coordonnateurs de projet. Et là, dans ce cas, nous aurons plusieurs projets que l'ONG pilote. Donc, sur chaque projet, nous aurons maintenant un coordonnateur de projet. Mais celui-là qui va répondre à tous les projets devant le bailleur, ça sera le coordonnateur de l'ONG
qui est ici le chef de projet. Donc, voilà la deuxième configuration qui existe sur le terrain que vous pouvez constater. Maintenant, la différence entre le cadre logique et maintenant la théorie de changement. D'abord, c'est deux outils différents. Et c'est vrai que, d'abord, c'est deux outils différents et c'est des outils qui ne s'élaborent pas en même temps, c'est-à-dire au même moment. Quand vous prenez par exemple le cadre logique est élaboré avant l'exécution du projet. La théorie de changement, si on le veut avant le projet, mais l'idéal, c'est que ça doit se faire avec l'équipe projet, c'est-à-dire au lancement du projet où toute l'équipe a été recrutée. Donc, en ce moment, chacun maintenant se base sur le cadre logique pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle la théorie de changement. Donc, là, on ne peut pas élaborer la théorie de changement sans le cadre logique. Donc, si vous voulez élaborer la théorie de changement, il faut faire recours au cadre logique. S'il n'y a pas de cadre logique, donc il faut d'abord élaborer le cadre logique pour pouvoir revenir à la théorie de changement. Si je me réfère, par exemple, au cours que nous avons vu, tout à l'heure, où nous avons parlé des concepts de base. Je me réfère, attention, aux définitions. Le cadre logique, c'est une matrice présentant les objectifs, les résultats. Mais la théorie de changement, c'est une démarche qui explique. Donc, vous voyez, dans leur définition, déjà, la différence est nette. L'autre, c'est une matrice donc, qui présente juste les résultats, les indicateurs, les sources de vérification et puis les hypothèses. Mais au niveau de la théorie de changement, c'est une démarche. C'est-à-dire, on montre étape par étape comment et pourquoi les activités vont nous permettre de pouvoir atteindre les résultats escomptés. Alors que le cadre logique va juste vous présenter les résultats. Voilà ce qu'on attend. Voilà les éléments qui vont nous permettre de savoir qu'on est en train d'atteindre. Voici les éléments qu'on peut aller rechercher pour être sûr que les choses ont été bien faites. Voici les conditions qui doivent être remplies pour que les résultats soient atteints. Donc, lui présente juste. Mais la théorie de changement va nous montrer comment et pourquoi. La démarche que nous allons suivre maintenant pour pouvoir atteindre ces résultats. Donc, Monsieur Emmanuel, voilà ce que je peux dire face à votre préoccupation. Mais si vous-même, vous avez peut-être des essais de réponse ou bien des connaissances antérieures, vous pouvez aussi partager avec nous. Nous voulons tous apprendre. Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois que dans l'utilisation des outils, dans la conception des outils, on va mieux comprendre. Merci. Autre intervention? Autre question, s'il vous plaît, de compréhension, des apports, des partages d'expérience. Nous sommes vraiment ouverts à tout cela. Nous voulons aussi apprendre de vous. Oui, monsieur Marcel. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Jacques. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis convaincu que j'avais raté beaucoup de choses au début. Par rapport à votre intervention, je voulais me rassurer. Est-ce que pour les projets qui n'ont pas de grandes dimensions, la même personne peut jouer les mêmes rôles à la fois, être chef de projet et coordinateur à la fois? Si dans la structure du projet, il est prévu de prendre un chef d'équipe et de prendre un coordonnateur d'équipe, c'est que le chef d'équipe, excusez-moi, le chef de projet ne peut pas cumuler les deux postes. Ce n'est pas possible. Si le poste n'existait pas, c'est que le chef projet, c'est lui qui va s'occuper de tout. Donc, si le poste existe, on ne peut pas dire au chef d'équipe qui va cumuler les deux. Ce n'est pas possible. Il ne sera vraiment pas efficace.
Et généralement, les projets dans lesquels nous avons besoin de ces deux éléments, il faut constater que c'est souvent des projets, par exemple, qui se retrouvent dans des zones vraiment très complexes où le risque est vraiment très élevé, ou bien les risques qui ont été identifiés là, ces risques-là, si ces risques interviennent, ça pourrait soit arrêter le projet ou bien ralentir le projet. Là, on a forcément besoin d'un coordonnateur de projet qui, lui, son rôle sera de beaucoup plus suivre l'exécution du projet. Donc, lui va suivre étape par étape comment le projet est en train de s'exécuter. Et le rôle maintenant du chef de projet sera de suivre l'environnement du projet. Lui, il sera beaucoup plus focalisé sur les risques, sur les hypothèses et de s'assurer que ces risques-là sont minimisés au mieux. Donc, tout l'accompagnement, tout le plaidoyer, toutes les discussions qui doivent être faites doivent être conduites par lui. Donc, s'il faut rencontrer les autorités, s'il faut élaborer un plaidoyer à l'endroit de l'État, à l'endroit de la police, à l'endroit de la douane, s'il faut élaborer s'il faut engager telle discussion, là, le chef d'équipe est forcément concentré sur ces différents éléments-là et par moment à des retours du coordonnateur pour qu'il se rassure que les efforts qu'il est en train de faire de son côté sont en train de faciliter vraiment au coordonnateur de projet la mise en œuvre de ces tâches, de ces activités, etc. Sinon, si on est dans un environnement où les risques ne sont pas trop élevés, où les hypothèses ou bien les conditions peuvent être réunies très facilement pour mettre en œuvre un projet, on n'a vraiment pas besoin de coordonnateur de projet. On n'a vraiment pas besoin. Mais si nous sommes quelque part où des risques sont élevés, où nous voyons qu'il y a presque une quasi impossibilité que les conditions soient remplies et qu'on tient vraiment au projet parce qu'on trouve que c'est ça qui pourrait donner la réponse à une contrainte qu'on a identifiée, il nous faut forcément un chef projet et en même temps un coordonnateur de projet. Parce que dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi que le chef projet ne peut pas se concentrer en même temps pour réunir toutes les conditions, faire les plaidoyers, faciliter un certain nombre de choses et en même temps être en train de suivre de bout en bout l'exécution du projet. Ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas faire ça. Peu importe sa force, peu importe sa compétence, ce n'est pas possible. Là, il a forcément besoin de quelqu'un qui va suivre de près tout ce qui est activité à l'opérationnel et lui rendre de temps en temps. Et lui, maintenant, les efforts qu'il sera en train de faire, il va être en train d'évaluer ces efforts-là par rapport au retour qu'on lui fait. D'accord. Okay. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et vous venez de le dire, si le projet n'a pas de grande dimension, il n'est pas question que le poste de coordinateur soit opérationnel. Et dans ce cas, c'est le chef de projet qui va assurer, disons, même représenter même la structure devant les partenaires financiers. C'est le chef de projet qui va le faire parce que le poste de coordinateur n'existe pas. Est-ce que, comment pouvons-nous, disons, évaluer la dimension pour qu'un projet puisse activer les deux postes à la fois? Et jusqu'à quel niveau on peut aussi activer le poste de coordonnateur, vu que le chef de projet est déjà là, sur la dimension, la taille qu'il faut. Je ne sais pas si c'est par rapport ici à l'étendue du projet ou la nature des activités, c'est ce que je veux savoir. À la base, aucun projet ne démarre avec un chef projet et en même temps un coordonnateur de projet. Et même l'appellation là est en train de disparaître un peu. Parce que les gens ne parlent plus de coordonnateur de projet, vous allez entendre chef projet adjoint. Ou bien, s'il y a un coordonnateur de projet, vous allez entendre coordonnateur de projet adjoint. C'est la thématique qui est beaucoup plus en vogue de nos jours. Il n'y a plus, c'est très rare maintenant de voir chef projet
et avoir coordonnateur de projet. Soit, s'ils ont coordonnateur de projet, vous allez entendre coordonnateur de projet adjoint. Si c'est chef projet, vous allez entendre chef de projet adjoint. Et vous allez voir que l'un se concentre dans la mise en œuvre des activités sociales opérationnelles et l'autre s'occupe de tout ce qui est stratégique, de tout ce qui est politique, en vue de faciliter la tâche à celui qui est à l'opérationnel. Donc, à la base, il n'y a pas chef projet et coordonnateur de projet. Donc, c'est au fur et à mesure dans la mise en œuvre du projet que la nécessité s'impose. Donc, il faut des outils, qu'il y a des outils ou bien une manière d'identifier le moment où le moment ou bien si on aura besoin de coordinateur de projet. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Le besoin se fait sentir parce qu'on va constater que d'abord, en termes de rendement du chef d'équipe, ça va commencer par baisser. Parce qu'au tout début, on a eu le temps de voir de quoi il est capable, des résultats qu'il produit. Donc, avec le temps, on va constater que une autre facette du projet l'occupe plus au détriment de la mise en œuvre du projet. Dans ce cas, il faut prendre quelqu'un qui va l'aider dans ce sens-là et est en train de le rendre compte. C'est comme ça. Vous n'allez pas voir un projet qui veut démarrer, qui est en même temps chef projet adjoint, ou bien qui a coordonnateur en même temps coordonnateur de projet adjoint. Je n'ai pas encore vu ça. Généralement, c'est après 1 an de projet, de la mise en œuvre du projet. Déjà à partir de la deuxième phase, le coordonnateur de projet ou bien le chef projet a eu l'occasion de conduire lui-même 1 année le projet. Donc, lui-même, il a eu le temps de constater qu'il y a une facette de projet qui l'occupe suffisamment, ce qui ne lui permet pas de se concentrer dans la mise en œuvre opérationnelle du projet. S'il continue comme ça à la fin, les gens vont dire qu'il est très inefficace. Donc, il peut demander au partenaire que j'ai besoin que quelqu'un m'aide à l'opérationnel pour que je puisse me concentrer au niveau stratégique, au niveau politique, afin que je puisse remplir ou bien je puisse contribuer à remplir toutes les conditions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du projet. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question, monsieur Marcel. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est bien noté. Merci. Monsieur Rodrigue aussi avec la main levée, je ne sais pas si peut-être l'intervention, il a eu satisfaction. Oui, merci beaucoup, Monsieur Jacques, pour la brillante présentation. Et je voulais aborder la question toujours de coordonnateur de projet puis chef de projet. Mais vous avez déjà tout brossé et j'ai déjà eu satisfaction. Ok, Merci beaucoup. c'est moi. Oui, monsieur Gazel. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je reviens un peu sur la question précédente. Est-ce que, par expérience, en début de projet, on peut faire déjà la prévision de chef projet adjoint ou coordonnateur de projet adjoint? Je vais expliquer un peu. Peut-être on vient de finir un projet où, compte tenu de l'envergure et de l'environnement du projet, on est arrivé à prévoir ces deux postes. Et le prochain projet sur lequel nous sommes présente les mêmes environnements et la même complexité. Donc, pour ne pas attendre et par expérience, on prévoit les deux postes en même temps. Moi, je suis dans le domaine des BTP où certains projets, c'est tellement vaste que on peut, par expérience, prévoir en même temps, quoi. Est-ce que ces cas ne se présentent pas par expérience? Ok. Déjà, si le projet a été exécuté une fois, c'est qu'à la lecture, il y a des bonnes pratiques qui ont été formulées, des leçons apprises, des difficultés rencontrées et des recommandations qui ont été formulées. Donc, à la prochaine phase du projet, on n'est plus au démarrage du projet, on n'est plus à un projet nouveau. On n'est plus dans un contexte nouveau qu'on veut aller apprendre. On connaît déjà le contexte. Et dans peut-être les leçons qui ont été capitalisées,
c'est qu'il a été dit peut-être pour mieux faire les choses, c'est qu'il faut un coordonnateur de projet adjoint ou bien il faut un chef de projet adjoint. Là, ça s'explique tout clairement. Mais un environnement dans lequel on n'a jamais intervenu et c'est un projet nouveau, c'est un projet qui apporte une solution spécifique, bien vrai que des diagnostics ont été posés, bien vrai que des études ont été faites, le projet ne peut pas démarrer en même temps avec un coordonnateur adjoint. Ce n'est pas possible. Parce que ça sera difficile à être expliqué. Comment vous allez défendre ça? Que dans le même projet, on ait un coordonnateur adjoint. Au démarrage, ça sera difficile de s'expliquer. Mais si vous avez déjà fait 1 an de mise en œuvre du projet, ou bien vous avez déjà fait la première phase du projet, c'est plus facile d'avoir des éléments techniques pour montrer au bailleur que voilà ce qu'il faut faire pour que vraiment ça puisse donner. C'est comme ça. Donc, au démarrage du projet, ce n'est pas possible. Maintenant, il peut y avoir des restrictions. Si je prends par exemple votre cas, là, c'est gestion d'entreprise. Et si on est arrivé là, c'est que le projet a été déjà exécuté une fois et on a pu apprendre des erreurs, on a pu apprendre des ratés. Et c'est là une recommandation a été faite que dorénavant, pour un projet de BTP ou bien pour un projet de temps, dans un environnement temps ou bien dans un environnement similaire à temps, il nous faut forcément un coordonnateur de projet et un coordonnateur de projet adjoint. Comme ça, ça devient une bonne pratique de la maison. Là, au démarrage du projet, on peut avoir les deux. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question, M. Galbert. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Okay. Autre intervention, s'il vous plaît. Ok. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, on va s'arrêter là. Donc, voilà un petit exercice que j'ai laissé à l'écran. Vous pouvez faire la capture. Demain, on va faire la correction sur l'élaboration de l'arbre de problème, l'arbre de solution et la charte de projet et le plan de projet si on a vraiment le temps, si on a eu le temps, puisqu'on doit continuer aussi avec le cours. Donc, voilà l'élément. Donc, ceux-là qui peut-être voudront peut-être en journée revoir tout ce qu'on a fait, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper Tainate Business Center sur YouTube. Dans la barre de recherche, vous allez voir toutes les vidéos que nous partageons là au niveau de la phase gratuite, bien sûr. Les phases payantes ne sont pas sur YouTube. C'est dans un cloud que nous partageons uniquement à ceux-là qui se sont régulièrement inscrits. Donc, voilà ce que je peux dire pour la suite. Donc, on se dit à demain à 20h00. Pas de retard. Demain, on aura beaucoup de choses à faire. Vendredi, on démarre la phase payante. Ceux-là qui sont intéressés peuvent nous contacter. Ceux qui veulent aussi s'inscrire pour 6 mois, ils peuvent aussi nous contacter, faire la précision. Nous allons aussi partager avec vous les informations qu'il faut. Et là, nous allons effectivement démarrer le vendredi avec la version payante. Merci à tout un chacun. On va se souhaiter une très bonne soirée. Merci, M. Jack. N'oubliez pas pour la situation le vendredi, la situation de la 6e promotion. Le vendredi, vous avez... Le programme tient toujours. Ah, d'accord. Merci. On compte sur ça pour se repositionner de plus. Okay. On a eu beaucoup de monde. Merci.